L'aime, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond. Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on retrouve un média qu'on aime bien parce qu'il est vraiment indépendant. Il s'appelle Spland, ça veut dire clair en breton. Et en effet, ces journalistes professionnels se donnent pour mission de nous éclairer de vraies enquêtes qui durent plusieurs mois. Comme les journalistes qui les mènent ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche, ce sont les lectrices et les lecteurs qui financent Spland. Quant aux enquêtes, elles concernent tout le territoire breton. Alors forcément, il y a comme un prisme agricole. Notre région est à elle seule une sorte de puissance agroalimentaire, avec de très grosses exploitations, de très grosses entreprises de transformation et une filière économique qui s'est structurée depuis des années. Oui, mais comment s'est-elle structurée ? Est-ce qu'elle profite vraiment à l'intérêt général ou seulement au portefeuille d'une minorité ? Et quid des autres impacts, notamment sur l'environnement et la santé de toute la population ? Ce sont ces questions que se posent les journalistes de Spland, le média d'investigation breton. Aujourd'hui, c'est Christine Falchon qui vient de nous présenter l'enquête qu'il a co-réalisée avec Ivan Lobvenov. Bonjour Christine. Bonjour. Alors pourquoi déjà est-ce que vous vous êtes intéressé avec Ivan à la Cooperl précisément ? On s'est intéressé à la Cooperl, en fait c'est un peu une suite logique du travail que j'ai pu mener auparavant pour Spland au niveau du lobby porcin. J'avais fait une première enquête en juillet 2022 avec Inès Léraud sur l'extension de la porcherie Avelvor à Lons-du-Nevèze, qui était une extension menée par l'un des piliers du lobby porcin en Bretagne. Et puis on avait pu questionner ce rapport à ce qu'on appelle la démocratie environnementale, c'est-à-dire ces enquêtes publiques qui peuvent avoir un avis défavorable et puis qui sont pas forcément suivies des faits. C'était étudier un petit peu ce millefeuille administratif et puis ces différentes strates et puis voir aussi les implications qu'il y avait entre des gens qui peuvent être double casquette, c'est-à-dire à la fois élus d'une municipalité et salariés d'une coopérative agricole ou éleveurs et donc à quel moment on est dans l'intérêt général ou dans l'intérêt particulier. Donc ça c'était le premier volet qui a entraîné un second volet sur la commune de Plouvorne où là il y avait une extension qui posait problème, mais on s'est intéressé aux conséquences puisque c'est une commune sur laquelle il y a énormément d'élevage de porcs. Il y a 80 000 porcs dans cette commune de Plouvorne. Toute une population. Voilà. Et donc on s'est intéressé à la fois aux conséquences environnementales sur la commune. Donc c'est concrètement la fermeture d'un point de captage, c'est un point d'eau qui est régulièrement fermé. Et puis c'est aussi encore une fois la démocratie environnementale qui est questionnée parce que là aussi on retrouve des élus qui sont jugés partis dans ces affaires. Et donc en fait la suite logique c'était de se dire d'une part que on avait mis le doigt sur cette question des extensions de porcherie, mais que nous dans notre travail l'idée c'est vraiment pas de pointer un éleveur en particulier, mais si on prend le temps de faire des enquêtes c'est aussi pour questionner un système et que dans ce système l'échelle d'au-dessus c'est les coopératives. Et la plus grosse coopérative, c'est la Cooperl. Et donc là, ça nous emmenait en plus à nous intéresser à un autre territoire. Il y a eu Lons-du-Nevèze, puis Plouvorne, donc plutôt dans le Bas-Léon, le Haut-Léon, et puis la grande capitale du cochon, on va dire, c'est Lamballe où siège la Cooperl. Et donc là, c'était d'aller essayer de questionner ce fameux modèle coopératif, ce questionnement des coopératives. Parce que on avait eu aussi des alertes de la part d'éleveurs qui s'y retrouvaient pas, et donc on trouvait intéressant d'aller essayer de décrypter ce système coopératif. Alors quand on dit coopérative, parce que c'est vrai que coopérative peut y avoir des SCOP, des SKIC, mais là c'est les coopératives de production, c'est ça. Comment ça c'est censé fonctionner ces coopératives ? C'est ce modèle coopératif là, la Cooperl concrètement, c'est quelque chose qui est né au milieu des années 60 et c'est l'initiative d'une vingtaine d'éleveurs de porcs qui s'unissent parce que
auparavant, en fait, quand on vendait ces cochons, ça pouvait se passer sur le marché, ou voilà, et on était seul face à des acheteurs. Donc forcément, en termes de guerre commerciale, ils étaient facilement perdants. Donc l'idée pour eux, qui est plutôt louable au départ, c'est d'unir leurs forces pour pouvoir faire jeu égal avec les acheteurs et la distribution. Sauf que l'histoire avant, c'est que cette coopérative au départ qui avait une vingtaine d'adhérents, aujourd'hui elle en a plus de 3000, et puis qu'elle a étendu très largement son champ d'activité. Et donc, 2,7 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Enfin, c'est énorme. 8000 salariés. Dans le conseil d'administration, ils sont pas seulement 20, j'imagine. Normalement, ils sont 300, c'est ça? Eh ben non, ils sont 32 maintenant, et uniquement des éleveurs de porcs, malgré tout. Donc le statut coopératif sur les papiers fonctionne encore, mais effectivement à côté de ça, il y a des filiales. Il y a plus de 80 filiales, dont une quinzaine en international, en Chine, en Russie, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Donc ça a pris des proportions telles que les éleveurs adhérents, pour la plupart, ne se retrouvent pas du tout dans ce modèle coopératif, quoi. Oui, parce qu'ils sont quand même adhérents au sens où ils ont des parts sociales, c'est ça, mais ils n'ont plus le droit de vote. Un homme, une voix, c'est plus, ce système-là ne fonctionne pas, quoi. C'est ça? Si. Il y a des assemblées générales tous les ans à laquelle des gens peuvent se présenter. Mais là, voilà, concrètement, quand on parle du questionnement de la démocratie interne dans une structure, on sait bien qu'il y a aussi des règles et des petites astérix. De manière générale, nous, ce que des éleveurs nous ont ramené, c'est que quand même la plupart des gens qui pouvaient se présenter au conseil d'administration, qui en position éligible, c'était des gens qui étaient quand même plutôt bien vus de la direction, qui allaient dans un certain sens. Et là, à la dernière assemblée générale, au mois de juin, il y a 7 ou 8 éleveurs qui se sont présentés officiellement comme frondeurs. Qui a fait un putsch, en fait, presque. Ils ont tenté, en tout cas. Voilà. En fait, le conseil d'administration, il y avait 24 sièges et ça se renouvelle, 8 x 3, 24. Donc, tous les ans, il y a 8 nouveaux sièges qui sont mis en jeu. Et donc là, ils sont venus à 8 en disant, nous, on veut faire bouger les lignes. On veut aussi remettre les éleveurs au centre du jeu. Et ce qu'a fait la direction de la Cooperl, c'est qu'elle a utilisé la petite astérix en disant il y a 32 places au conseil d'administration, donc on va complètement ouvrir, et donc en plus de ces 8 frondeurs qui se sont présentés comme tels, qui ont été élus, il y en a 8 autres aussi. Donc voilà, on va dire que l'opposition a été diluée de manière très, très mathématique comme ça. Et voilà, et en menant l'enquête, on s'est rendu compte qu'effectivement l'histoire de cette coopérative, c'est vraiment ça, quoi. C'est que le financier a pris la main de manière très, très habile et très subtile sur l'agricole. Et on sort largement des frontières des Côtes d'Armor ou même de la Bretagne, en fait, avec toutes ces filiales à l'étranger, enfin une dizaine à l'étranger en tout cas. Quels sont malgré tout les avantages pour les éleveurs, les 300 adhérents, de travailler avec la Cooperl? 3000 adhérents. 3000, pardon. Les avantages, c'est vrai que c'est une filière qui s'est énormément structurée. Il y a des techniciens qui viennent donner des conseils. Il y a une filiale bâtiment qui propose aussi des avantages financiers sur la construction de certains bâtiments. La Cooperl, si vous allez voir une banque pour faire un prêt et que vous êtes accompagné par la Cooperl, on vous déroule le tapis rouge parce que c'est un gage de réussite. Les revenus sont pas trop mal parfois, hein. Voilà. Enfin, souvent même. Et c'est aussi ce qu'on a remarqué dans notre enquête, c'est qu'effectivement les éleveurs. Alors après, c'est une filière où il y a beaucoup de montagnes russes dans les prix. Dans les prix, c'est-à-dire que actuellement ça va pas trop mal, mais il y a 1 an et demi c'était la catastrophe, et voilà. Et en gros, les périodes où ça va bien comblent les périodes où ça va mal. Et il y a toujours aussi des investissements, des prêts, du renouvellement de matériel. Oui, on s'endette en permanence, en fait. Ouais. Enfin, en conventionnel, quoi. Oui, voilà. C'est que du conventionnel dans la Cooperl, ou est-ce qu'il y a un peu de bio? Il y a un peu de bio, il y a tout un panel il y a le porc sans antibiotiques, il y a plein de cahiers des charges, c'est ça? Voilà. Il y a plein de familles, de catégories, oui. On pourrait dire. C'est ça. Je crois qu'il y a du label rouge aussi. Enfin, c'est ça. Il y a tout un panel. Donc, voilà, le discours, c'est
venez comme vous êtes. En gros, voilà, nous on fait du bio, on fait du conventionnel parce qu'il en faut pour tout le monde et donc on accueille tout le monde, quoi. En pratique et dans les chiffres, c'est vrai que c'est très majoritairement du conventionnel. Et donc les adhérents, donc ils peuvent gagner les bonnes années, en effet, des confortables revenus, 4 à 5 000 euros par mois. Mais le problème, c'est qu'en fait, les prix qu'on paye la marchandise sont pas les prix officiels, enfin de la loi du marché qu'on appelait au cadran là de Plérin, c'est ça C'est ça, c'est que petit à petit, la coopérative, qui est censée être un outil pour les éleveurs, est devenue une machine en elle-même qui a besoin des éleveurs pour continuer à vivre. Et donc, ils ont mis en place subtilement un système qui est dit d'intégration, qui est dans le porc, qui est quelque chose de pas très fréquent, qu'on retrouve beaucoup dans la volaille, où ça va être effectivement une entreprise type Sanders ou d'autres qui vous propose du poulailler clé en main avec des poussins qui viennent de tel endroit. Vous les nourrissez avec tel aliment pendant tant de jours et tel antibiotique à telle date et telle date, et puis ils partent ensuite à l'abattoir. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un employé au milieu de la chaîne chargé de faire voilà, grossir les animaux, les produits, et puis de l'envoyer ensuite. Et c'est vrai que... Et l'intégration, ça veut dire que tous les maillons de la chaîne, que ce soit l'aliment, même les médicaments, le matériel, tout est contrôlé par la coopérative, c'est ça ? Voilà. Et tout provient de la coopérative. D'accord. Et vous n'avez pas non plus forcément le choix de prendre tel ou tel aliment. Ouais. On peut pas aller acheter moins cher un aliment pour cochon qui serait aussi bien, quoi. Voilà. D'accord. Si vous voulez respecter le cahier des charges, ça veut dire qu'il faut prendre tel aliment Coperle qui voilà. On est un peu prisonnier, enfin totalement. Exactement, c'est voilà, d'où l'expression qu'on a utilisée de prison dorée, c'est-à-dire qu'effectivement on peut avoir des éleveurs avec des revenus confortables, mais qui sont pris dans un cercle duquel ils ont toutes les difficultés du monde à sortir. C'est ça qui déplorait les éleveurs que vous avez rencontrés, qui d'ailleurs ne veulent pas qu'on dise leur nom. C'était ça en général ? De quoi ils se plaignaient quand ils se plaignaient ? Oui, c'est ça. Il y a notamment le premier argument, c'est le prix auquel sont rachetés les porcs, parce que le prix du kilo de porc, effectivement, historiquement, il est basé sur le MPB, donc le marché du port breton. Enfin, voilà. Il s'appelle plus marché au cadran, non, c'est c'est pas grave, c'est à Plérin. Voilà. Et donc tous les acteurs de la filière s'alignaient sur ce prix, quoi. Et en 2015, la Coperle a décidé de quitter ce marché pour rémunérer ses éleveurs au prix qu'elle décidait. Et de fait, là, on doit être à entre 10 et 15 centimes de moins par kilo de cochon. Donc, quand vous savez qu'un cochon qui part à l'abattoir fait une centaine de kilos, les éleveurs, ils voient tout de suite voilà, qu'il y a entre 100 et 150 euros de manque à gagner par porc. Donc voilà, sur une année et sur des gros volumes, ça commence à faire beaucoup. Et pour autant, c'est pas facile de quitter la coopérative, c'est même très difficile. Pourquoi ? Parce que la coopérative a mis en place des contrats d'une durée de 5 ans. Toutes les coopératives vous diront, bah oui, nous on a des contrats de 5 ans, mais le jour où un éleveur veut s'en aller, il s'en va. On cherche pas d'histoire, voilà, il s'en va. Et là, la Coperle, depuis quelques années, a vraiment verrouillé ses contrats en disant, non, voilà, c'est bien écrit dans les contrats, c'est 5 ans, et si vous voulez partir, il faut envoyer un courrier recommandé 3 ou 6 mois, je sais plus, avant la fin du contrat. Donc on a retrouvé voilà des éleveurs, nous, et des courriers de gens qui parce qu'ils avaient envoyé leur recommandé quelques semaines trop tard, reprenaient pour 5 ans. Et puis comme la Coperle souvent aussi, elle sert de banque aux éleveurs. À partir du moment où vous avez un prêt ou que la Coperle vous a prêté de l'argent, vous ne pouvez pas non plus quitter la coopérative qui vous a prêté de l'argent et à qui vous devez encore de l'argent. On voit bien que c'est l'un des nœuds du problème en agriculture, en fait. C'est-à-dire on peut reprocher en Bretagne de voir cette quantité astronomique de porc un peu disproportionnée avec les conséquences écologiques que ça crée. Mais de fait, l'éleveur, dans sa porcherie, lui, il se retrouve aussi souvent pris en tenaille avec des impératifs, et notamment la Coperle, puisqu'elle possède aussi des abattoirs. Elle a un certain nombre de cochons
qu'elle doit abattre tous les mois pour rentabiliser aussi les outils qui sont derrière. Ouais, c'est pour ça il faut alimenter la machine en permanence de toute façon. Faut alimenter la machine. Puis derrière les abattoirs, la Coperle possède aussi des usines de salaison. Elle transforme quoi. Voilà, elle fait du jambon, le jambon Brocéliande entre autres et d'autres marques encore. Forcément, c'est réduire la voilure à un endroit, c'est entraîner aussi, c'est créer un effet domino sur la chaîne. Hein. Et puis là, cette chaîne, elle va très très loin parce que la ville de Lamballe est alimentée par un méthaniseur qui appartient à la Coperle, donc qui alimente en gaz, en théorie, l'équivalent de 75% de la ville de Lamballe. Donc ça veut dire que là encore, il faut qu'il y ait du lisier à arriver en permanence pour que cette usine tourne. Ils sont en train de développer ce qu'ils appellent un biocarburant à partir de la graisse de porc. Donc là encore, ça veut dire qu'il faut un certain volume de cochon pour pouvoir faire tourner les camions et les voitures. Il y a aussi une usine d'héparine. C'est utilisé comme coagulant pour les médicaments. Et donc, c'est fait à partir du sang de cochon. C'est un médicament pour les humains, hein. Oui. C'est pas pour les animaux. Ouais, d'accord. Voilà. Mais il y a besoin du sang de cochon pour fabriquer l'héparine. Donc, la Coperle a créé son usine d'héparine. Donc, effectivement, il y a de leur côté, il y a un besoin d'avoir du volume en permanence, quoi. Ce qui met les éleveurs dans des situations assez étranges. Ouais, et on n'est pas sûr que les éleveurs de base, en tout cas, aient été d'accord pour cette diversification finalement, voire pas du tout en fait. Non, c'est ce qu'ils nous expliquent. Ils nous disent mais à l'AG, on nous présente des comptes, on nous demande de voter oui ou non, mais on sait même pas ce qu'on vote, et en nous disant mais faites-nous confiance, on sait que c'est la bonne direction, mais sans jamais avoir trop d'explications sur ces investissements qui peuvent être faits. Il y a ceux qui sont installés sur Lamballe, mais il y a aussi du coup tous ces investissements à l'étranger, notamment en Chine où on a découvert qu'il y avait une porcherie spécialisée en génétique, donc dans laquelle il y a 1500 truies. Donc qui appartient à la Coperle aussi, et ils ont toujours aussi des intérêts en Russie. Et donc ces décisions, elles sont quand même le fait de gens, qui sont bien identifiés, qui pilotent vraiment la Coperle en fait. Enfin, c'est une sorte de dynastie, c'est ça ? On peut parler de dynastie. Enfin, c'est père, ça. Le fils. C'est l'autre chose qui est assez étonnante dans cette coopérative, c'est qu'il y a un directeur qui s'appelle Emmanuel Como, qui est là depuis 2007 et qui n'est autre que le fils du précédent directeur. Et donc pareil, nous c'est quelque chose qui dans les faits nous a assez étonné, c'est-à-dire que être directeur de père en fils d'une entreprise, cette dimension dynastique paraît vraiment surprenante sur le papier, quoi. C'est-à-dire que effectivement, quand on embauche un directeur, on cherche des compétences, on cherche de là à ce que ça tombe directement sur le fils du précédent directeur. Ouais, parce que normalement c'est les sociétaires qui votent ou pas pour un directeur, donc ça veut dire que là s'ils ont voté pour le fils, c'est qu'ils avaient été bien préparés à ça. Voilà, exactement. Et donc et finalement en plus le fils là il est plus remis en cause que le père. Le père était plus apprécié apparemment, c'est ça. Oui, c'est ça. Il était historiquement, il était aussi même pas au départ de la Coperle, mais il avait accompagné les éleveurs et puis il connaissait aussi le terrain et les élevages de porcs et les éleveurs. Chose que des échos qu'on a pu recevoir quand même. Emmanuel Como, le directeur actuel, est quand même beaucoup moins apprécié de la base. En tout cas, il y a l'air d'avoir un décalage assez extraordinaire, entre le. Il n'a jamais été éleveur, concrètement, de toute façon. Non, Emmanuel Como. Non, il n'a jamais été éleveur, non. Et donc, cette Coperle, en plus d'être énorme, elle n'est pas pour autant en si bonne santé économique que ça. Oui, c'est aussi, effectivement, ce qu'on a cherché à savoir dans notre enquête. Là, le point de départ, c'est qu'au mois de janvier, la Coperle a annoncé un plan de licenciement dans l'une de ses filiales à Lampol-Guimio, la Lampolaise de Salaison. Et donc à partir de là, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, et puisque tous les éléments de la chaîne sont intimement liés, est-ce que ça peut pas aussi entraîner une sorte d'effet domino ou de voilà. Donc il y a effectivement un gros questionnement du point de vue de ces nombreux investissements qui ont été faits. Il y a aussi un centre de formation, une école des métiers de l'agroalimentaire que la Coperle a ouvert toujours à Lamballe. Donc on a fait le point un peu comme ça sur les différentes filiales qui avaient été ouvertes ces dernières années, en voyant qu'il y avait certaines qui
qui perdaient quand même beaucoup d'argent. Et pareil, là, ce qui est très questionnant lorsqu'on est éleveur et qu'on fournit la matière première à sa coopérative et qu'ensuite il y a des investissements qui sont pas du tout rentables, forcément, il y a de quoi se poser des questions. Et en plus, il apparaît que dans ces choix-là, la Cooperl fait presque concurrence à ses propres éleveurs en achetant elle-même des exploitations. Alors certes, des exploitations estampillées recherche et développement, enfin c'est quand même des exploitations avec des gros volumes, c'est ça Oui, c'est des exploitations avec des gros volumes, essentiellement pour de la génétique. Donc, avec l'argument de la Cooperl, c'est de dire nous, il faut qu'on maîtrise notre génétique et donc on peut pas se permettre d'avoir un éleveur qui part chez la concurrence du jour au lendemain. Donc, ces fermes, on va les acheter. Et donc, nous, on s'y est rendu dans ces fermes. Et effectivement, on frappe à la porte et les gens nous disent oui, je travaille pour la Cooperl. Il y a que des salariés dans cette ferme. On pourrait le comprendre d'un point de vue économique. Là où c'est très questionnant, c'est que ce modèle-là, le modèle de l'agriculture française, même du côté des tenants du productivisme, on défend toujours l'idée de ferme familiale. Ouais. C'est-à-dire, c'est de se dire, le paysan, la terre appartient au paysan, la ferme appartient au paysan, c'est là où il travaille, c'est là où il vit, et autour de lui, donc, il y a tout un écosystème. À partir du moment où une coopérative rachète une ferme et où il y a simplement des salariés qui viennent le matin et qui repartent le soir, ça change aussi complètement la donne en termes de au-delà de l'aspect économique, mais aussi de philosophie, de vie à la campagne, donc et de tout temps et encore aujourd'hui les syndicats majoritaires vont vous dire mais non, c'est une ligne rouge à pas franchir. Les fermes doivent appartenir aux paysans. Ouais. Donc là, on en est sorti. Voilà, donc là, on en est sorti. D'abord du point de vue génétique. On a découvert ensuite c'était pas que de la génétique. Ils avaient aussi récemment acheté un élevage bovin. En disant oui, mais comme on fait un peu de bovin dans tel abattoir qu'on a racheté, du coup c'est normal, on a eu une opportunité, voilà. On n'en finit plus. Ouais. Voilà. Ouais. Et à partir de là, à quel moment on s'arrête, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant. Nous, ça nous semblait déjà important de mettre sur la table cette idée qu'effectivement une coopérative pouvait se permettre de racheter des fermes. La Cooperl, c'est le plus gros dans le porc, mais il y a des équivalents dans la volaille ou dans d'autres secteurs agroalimentaires sur ce modèle-là, intégration, extension, croissance externe. Oui, c'est un cheminement qu'on retrouve dans beaucoup de coopératives agricoles. Il y a notamment Agrial, qui est assez multifonction, qui a à la fois des légumes, du porc, voilà. Il y avait la coopérative Tereos aussi qui a subi justement des gros bouleversements avec une démission du conseil d'administration. C'est l'exemple qu'on cite à la fin. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui, en tout cas, des histoires qui peuvent être peut-être un peu similaires. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, il y a des éleveurs, il y a des gens qui se réveillent en disant, quand même, les agriculteurs doivent rester maîtres de cet outil qui est la coopérative et non pas l'inverse. Oui. Et non pas être instrumentalisé. Vous étiez deux donc avec Yvan Lokvenov à faire cette enquête. La méthodologie, vous avez rencontré beaucoup de gens. Ça a été difficile, facile Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. On l'a senti dès le début. C'est-à-dire qu'effectivement, la Cooperl, c'est ça, c'est le numéro 1 du porc en France. Installé à Lamballe et donc dans le bassin de vie de Lamballe, c'est l'entreprise. Vraiment qui a un poids assez extraordinaire. Je crois que c'est le premier employeur privé des Côtes-d'Armor. Il y a 2500 salariés à Lamballe, plus donc toutes les porcheries autour, les éleveurs adhérents et compagnie. Donc autant vous dire que ça a effectivement un gros poids social, économique. Et rapidement, effectivement, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était très peu documenté parce qu'il y a une culture, et ça on nous l'a dit souvent au téléphone, c'est non, je vais pas vous parler, nous on lave notre linge sale en famille, quoi. Voilà, vous n'avez pas à vous mêler des histoires de la coopérative. Ce qui pourrait être vrai, sauf qu'effectivement, une entreprise de cette taille-là, il y a une responsabilité sociale, économique. Je veux dire, si demain la Cooperl devait mettre la clé sous la porte, l'économie des Côtes-d'Armor s'en sentirait. Voilà, on a vu ici à Lampol-Guimillot le jour où Gad a mis la clé sous la porte, c'est la cata. Donc, nous, journalistes, on estime qu'effectivement, on a un droit de regard et que ces entreprises doivent avoir aussi l'obligation de
publier des chiffres, de tenir les gens au courant de la situation de l'entreprise, quoi. Donc voilà, rapidement on nous a dit vous travaillez sur la Coperle, bon courage parce que bon. Voilà. Et les gens sont pas bavards. Et puis bon, petit à petit, en allant sur le terrain, en rencontrant des gens qui voulaient bien parler de la part de gens qui sont adhérents, etc. On a réussi à rentrer en contact. Et puis au mois de septembre, là, on a passé avec Yvan une semaine sur l'emballe à vraiment aller toquer à la porte des porcheries. Et puis bon, voilà, on était reçus parfois dans un bout de couloir. Parfois, les gens n'avaient pas le temps. Et parfois, ils nous disaient qu'ils n'avaient pas le temps. Puis finalement, on restait 2 heures. Ouais. Et donc, on a rencontré une vingtaine d'éleveurs en tout, discuter au téléphone avec pas mal d'anciens, avec des gens qui étaient passés par là, à différents postes aussi de la Coperle, parfois en tant que technicien, que commercial, ce qui nous a permis d'avoir aussi un regard assez large sur ce qui s'était passé. Mais effectivement, pour ça, il a fallu du temps et de la confiance, retourner à l'emballe plusieurs fois. Et effectivement, des fois, on va à un premier rendez-vous, on n'a pas beaucoup d'infos, puis on y retourne, et puis les langues commencent à se délier. Donc, ce travail-là, c'est quelques mois de travail, quoi. Un vrai travail d'enquête à lire donc dans Splend. Merci beaucoup. Puis on peut participer au financement de Splend, qui est un média totalement indépendant, qui ne reçoit pas de financement, ou alors seulement les fondations philanthropiques, c'est ça? On a demandé des aides à la presse. Il y a notamment le fonds pour la presse libre lancé par Mediapart. On a reçu une enveloppe de leur part de 15 000 euros cette année. Mais sinon, c'est des dons citoyens. C'est la volonté d'être totalement indépendant. Et donc effectivement, en plus là, comme c'est un peu la période où les gens font attention à ce qu'ils vont payer comme impôt, c'est des dons déductibles des impôts. Donc faut pas hésiter, c'est sur le site de Splend, ça peut être des dons mensuels, même 1, 5, 10 euros, voilà. Du coup, c'est ce qui permet à ces enquêtes de pouvoir être menées. Et ensuite, ces enquêtes, elles sont en accès libre. Elles sont en accès libre sur le site de Splend et puis sur les médias partenaires. Donc à chaque enquête, c'est des médias différents. Cette enquête sur la Coperle, il y a France 3 Bretagne, Bastamag, Mediapart qui la reprennent, et puis des médias en langue bretonne aussi, puisque les enquêtes sont toujours traduites en breton. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.